Bonjour. Bon, vous ne pouvez pas être à l'hommage national ce matin, hommage national qui est un moment d'union nationale. Oui, effectivement, je n'ai pas pu aller à l'hommage national puisque j'ai voulu honorer l'engagement que j'avais pris de venir ici. Je serai ce soir, en revanche, à la marche blanche qui est organisée. J'y serai. Et je crois que cette journée est évidemment très chargée en émotions, avec à la fois la cérémonie de ce matin qui rend hommage à un grand héros, le colonel Beltrame, et puis celle de ce soir pour montrer notre solidarité par rapport à ce drame affreux qui a touché cette personne âgée, victime d'un antisémitisme tout à fait barbare et inacceptable. D'accord. Alors on a un petit souci de micro. Est-ce que c'est réglé? C'est bon. C'est réglé. On me dit que c'est réglé. Très bien. Est-ce que vous comprenez justement, bon, je pense que sur l'hommage national rendu ce matin, il n'y a pas grand-chose à dire de vraiment polémique en tous les cas. En revanche, il y a une polémique qui est née sur la marche blanche de ce soir, puisque le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France, n'a pas souhaité ni la présence de Mme Le Pen et du Front National, ni celle de la France Insoumise et de M. Mélenchon. Vous trouvez que c'est normal? Écoutez, je crois que ce genre de cérémonie ne doit pas se prêter à polémique. Oui. Je crois qu'il ne faut pas pratiquer l'exclusif, c'est-à-dire interdire à certains de venir. Et d'un autre côté, je crois qu'il ne faut pas que certains viennent à des fins politiques ou de récupération. Dans des moments comme cela, je crois qu'il faut laisser parler son cœur et être soi-même, être sincère. Et si on joue un jeu ou un rôle, quel qu'il soit, dans des circonstances comme celle-là, je trouve ça absolument lamentable. Donc, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que M. Mélenchon et Mme Le Pen soient là ce soir? Je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'ils soient là et j'espère qu'ils seront là de manière sincère et non pas calculée. Est-ce qu'après des attentats comme cela, il est normal qu'il y ait un débat et que des questions, des interrogations soient formulées sur le niveau de sécurité de notre pays, de nos compatriotes, de nous-mêmes? Il y a des failles, apparemment, puisque c'est toujours les mêmes profils qui agissent. Vous trouvez que M. Wauquiez est allé trop loin dans ses critiques? Écoutez, je crois qu'effectivement, c'est normal qu'il y ait des questions qui se posent. Inversement, je pense qu'il ne faut pas en profiter pour sombrer dans la démagogie, le populisme. C'est le cas de M. Wauquiez? Écoutez, je n'ai pas à juger M. Wauquiez. Moi, je crois qu'effectivement, il y a des failles, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois, les auteurs de ce type d'attentats sont des fichés S. J'avais eu l'occasion, il y a plus d'1 an, de déposer une proposition de loi pour que les maires aient accès à la liste des fichés S de leur commune. Je le souhaite, j'ai déposé une proposition. À ceux qui j'ai déposé une proposition de loi en ce sens au mois de septembre 2016, je crois. Ça me paraît important. Je crois aussi qu'il faut renforcer les moyens qui permettent de sécuriser ces fichiers S. En même temps, il y en a plus de 10 000, donc ça n'est pas évident. Mais il faut arriver à mieux coordonner les différents services, parce qu'il y a plusieurs services qui interviennent, entre la gendarmerie, la police, les services pénitentiaires, etc. C'est possible de les interner, ceux qui sont les plus dangereux? Alors moi je pense qu'il faut, c'est une position très personnelle, qu'il faut s'inspirer de ce que font les Israéliens. En Israël, vous avez un système de rétention administrative qui peut être prononcé dès lors qu'il est établi qu'une personne présente un danger réel et imminent pour la sécurité du pays. Une présomption de culpabilité. C'est une présomption de culpabilité. Mais qui n'est pas constitutionnelle. C'est une présomption de culpabilité, mais qui se fait sous le contrôle du juge. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des éléments tangibles, et dès que cette personne est internée de manière administrative, le juge vérifie qu'il y a effectivement des éléments tangibles qui permettent de justifier cette rétention administrative et préventive. D'accord. Donc c'est un système... Vous l'avez suggéré à vos pairs? Écoutez, pour tout vous dire, je suis allé avec un certain nombre de collègues centristes, dont Hervé Morin, en Israël au mois de novembre 2016, justement pour voir comment ça fonctionnait. Et on en est revenu avec la conviction que c'était un système qui méritait d'être examiné, d'être étudié. Sur la place publique, non, j'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent. Voilà, absolument. Alors lui, Laurent Wauquiez, il dit qu'il faudrait créer un délit d'incitation à la haine, de la République. Écoutez, je crois que ça ne sert à rien de rajouter des espèces de qualifications. Il faudrait en revanche que les juges soient plus fermes, parce que quand je vois que M. Poussier, qui s'est réjoui de l'assassinat du colonel Beltrame, écope d'1 an avec sursis, alors qu'il encourait une peine de 7 ans de prison et de 100 000 € d'amende. Finalement, il a 1 an avec sursis. Je trouve que ça n'est pas à la hauteur de la situation de prononcer des peines qui sont quasiment des peines symboliques. Donc là aussi, il y a un problème par rapport à l'exécution des peines. Et je pense qu'il faudrait mieux s'intéresser à la manière dont les peines sont prononcées plutôt que d'essayer de créer tout le temps de nouveaux délits. Trop de peines ne sont pas assez exécutées en France, 100 000 à peu près.
Oui, alors déjà, il y a le prononcé de la peine. Ouais. Dans le cas de M. Poussier, la peine est insuffisante. Ouais. Et en plus, il y a, on le sait bien, on le voit sur quantité de sujets, des remises de peine, voire des peines qui ne sont pas du tout exécutées. Ça n'est pas acceptable. Et en plus, c'est tout à fait démobilisateur pour les services de police et de gendarmerie qui très souvent se disent on a arrêté quelqu'un et puis finalement, on s'est donné beaucoup de mal. Et pourquoi? Parce qu'au final, la peine n'est pas prononcée ou n'est pas exécutée ou partiellement exécutée. La France se recueille, mais elle se réforme aussi. Il y a la réforme de la SNCF qui est à l'ordre du jour. Dès la semaine prochaine, des mouvements de grève devraient perturber le trafic en France. Et vous avez été l'auteur d'un rapport justement sur la réforme de la SNCF avec un autre de vos, un autre sénateur, Jean-François Longeot. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette réforme se fasse par ordonnance d'abord ? Alors, nous ne sommes pas favorables à ce que la réforme ait lieu par ordonnance, et c'est pour ça que dès aujourd'hui, au Sénat, on commence l'examen d'une proposition de loi dont je suis l'auteur. Avec M. Longeot ? M. Longeot est le rapporteur de la proposition de loi. C'est une proposition de loi que j'avais déposée au mois de septembre. La ministre des Transports m'avait demandé d'attendre les conclusions du rapport Spinetta et m'avait assuré que cette proposition de loi serait le véhicule législatif soutenu par le gouvernement pour permettre la réforme. Et puis, sans que l'on ait de raison réelle et sérieuse, le gouvernement a décidé de procéder par ordonnance en nous disant ça va beaucoup plus vite. Donc, ce qui est totalement faux. Elle n'a aucun avenir alors, votre proposition de loi ? Écoutez, elle sera adoptée avant la fin de la semaine au Sénat. Et ça va servir à quoi ? Eh bien, on espère que le gouvernement s'en saisira et renoncera aux ordonnances qui ont pour conséquence... Il peut encore renoncer aux ordonnances ? Bien sûr. Pourquoi faire des ordonnances ? On nous dit parce que ça va plus vite. D'abord, c'est faux. Les statistiques parlementaires montrent que d'une manière générale, on ne va pas plus vite par ordonnance. Et ensuite, dès lors qu'on aura un texte adopté par le Sénat dès cette semaine, il suffira au gouvernement de l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, s'il le veut, dès la semaine prochaine, pour qu'on ait une vraie loi et que l'on n'étouffe pas le débat. Ce que je reproche au gouvernement, c'est d'étouffer le débat en voulant procéder par ordonnance en catimini. Le principe de votre proposition de loi est accepté ? Le principe de la proposition de loi est accepté par la grande majorité des sénateurs. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que les sénateurs communistes ne sont pas favorables à l'ouverture du ferroviaire à un concurrent. Sur le fond, ils sont d'accord. On n'a pas de différence fondamentale sur le sujet avec le gouvernement, si ce n'est qu'au Sénat, on a à cœur de veiller à ce que la libéralisation ne se traduise pas par une qualité de service moindre pour l'usager et des dessertes réduites pour les territoires. La vocation du Sénat, c'est de défendre les territoires, tout à fait. Si on procède à ce que le gouvernement veut faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'open access pur et dur, c'est-à-dire la liberté totale pour les TGV demain de circuler sur le réseau français, le risque, c'est ce qui s'est passé avec les opérateurs de téléphonie mobile. Tout le monde se bat pour aller là où c'est rentable, et en revanche, il y a une moindre service sur les autres zones. En clair, demain, vous pouvez très bien ne plus avoir un Paris-Nice en TGV, mais simplement un Paris-Marseille, parce qu'après, c'est plus rentable. Vous arrivez à Marseille, vous êtes obligé de changer de train. Ça, on n'en veut pas. Ça, vous n'en voulez pas. Et puis, vous risquez aussi d'avoir des villes comme Besançon, par exemple, ou Dax, qui demain ne seront plus desservies par le TGV parce que c'est des bouts de ligne et qu'elles ne sont pas rentables. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec les lignes secondaires ? Parce qu'en fait, le gouvernement ne s'est pas prononcé là-dessus. Il a dit que c'est pas à lui, mais aux collectivités territoriales, de donner son verdict, de donner leur verdict, maintenir ou pas maintenir. Il y a le président de la SNCF me soufflait un exemple récemment, une ligne Chartres-Orléans, vous allez me confirmer ou pas, puisque vous êtes député, sénateur de l'Eure, 100 voyageurs par semaine, dit-il. Non, mais c'est exact qu'il y a... Alors, je ne sais pas si ce chiffre est exact, mais je n'ai pas de raison d'en douter. Il y a effectivement des lignes pour lesquelles ça coûterait moins cher de mettre à disposition des usagers un taxi que de maintenir la ligne ferroviaire. Carrément un taxi, même pas un bus, un taxi. Oui, dans certains cas, on a vraiment, sur certaines lignes, très peu de voyageurs. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, la question se pose. Ça se pose dans l'Eure, donc, aussi. Je permets de vous signaler que Chartres et Orléans ne sont pas des villes de l'Eure, mais de l'Eure-et-Loire. C'est l'Eure-et-Loire. Mais c'est des questions qui se posent dans toute la France. Et donc, aujourd'hui, la plupart des lignes, TER et TET, les TET, normalement, c'est des lignes qui étaient sous l'autorité de l'État, mais qui passent sous l'autorité des régions. La plupart des lignes, hors les TGV, vont être demain sous l'autorité des régions. Donc, c'est aux régions, ça relève maintenant de leurs compétences, ligne par ligne, de voir ce qu'elles souhaitent faire. Ça relève de leurs compétences et de leurs responsabilités. Votre rapport évoque aussi le transfert des personnel de la SNCF qui souhaiteraient aller travailler dans des sociétés concurrentes, donc qui pourraient venir en France. Ils partent avec un sac à dos ?
Oui, notre proposition de loi... C'est-à-dire qu'avec des droits acquis. Hein. Oui, c'est-à-dire que notre proposition de loi, elle prévoit le cas, qui sera certainement un cas qui se réalisera, lorsqu'une... Parce que, si vous voulez, il y a deux cas. Il y a les TGV où c'est la libre concurrence, pour faire simple, et puis ce qu'on appelle les lignes conventionnées, TER et TET, sur lesquelles il y aura des appels d'offres lancés par les régions. Et on ne retient que et voilà. Et au terme de cet appel d'offres, la région Normandie, au hasard, elle choisira l'entreprise A ou l'entreprise B ou l'entreprise C, et ainsi de suite. Et si la SNCF perd un marché, eh bien, il faut qu'elle puisse transférer une partie du personnel dont elle n'a plus besoin à l'entreprise qui aura repris le marché. Ça existe déjà dans les transports publics. Ils auront des garanties, les salariés en question. Ils auront, dans notre proposition de loi en tout cas, le maintien du salaire, ce qu'on appelle le maintien du sac à dos social, c'est-à-dire les droits à la retraite et les facilités de transport auxquelles les cheminots sont très attachés. Donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de, j'allais dire, de situation qui pose un problème social avec les personnels. On est bien conscient qu'il faut préserver cela. Donc je disais en introduction qu'une grève est prévue, une grève longue, 2 jours, puis 3 jours de travail. Ça va durer 3 mois. Vous êtes inquiet ? Je suis inquiet et en même temps je suis confiant par rapport à la détermination du gouvernement. Je crois que le gouvernement et le président de la République sont déterminés à mener à bien cette réforme et sur ce point je les soutiens totalement. Je pense que législativement ça passera. Je pense que ça passera et c'est pour ça que je regrette que le gouvernement fasse ça sans s'appuyer sur le Parlement parce qu'il aurait eu encore plus de force vis-à-vis de la rue et des syndicats avec un soutien qu'il aurait pu obtenir au Parlement. Vous êtes sénateur de l'Eure, donc. Oui. Vous voyez bien vos administrés, vos électeurs. Est-ce que vous les sentez favorables à cette réforme ? Moi, je crois que l'opinion est favorable à la réforme, à la fois parce qu'on se rend compte, quand on est usager de la SNCF, qu'il y a un vrai besoin de réforme. On a des trains qui sont en retard, on a des trains qui ont un service de mauvaise qualité, on a des trains qui sont chers, donc il y a une envie de réforme. Et puis il y a aussi un autre point, c'est qu'aujourd'hui, nos concitoyens n'acceptent plus tout ce qui peut s'apparenter de près ou de loin à des privilèges. Et de toute évidence, ils considèrent que les cheminots, à tort ou à raison, sont des privilégiés. Beaucoup de prudence. Hervé Moret, on continue avec lui, le sénateur de l'Eure, et bien Julie Coulon-Profisi qui vient poser vos questions, chers internautes. J'espère que vous n'avez pas trop souffert, chers internautes, des problèmes de micro. Allons-y. Alors, on a une première réaction. En général, les internautes parlent de rétablir la peine de mort pour les terroristes par rapport à ce qui s'est passé récemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une réaction qu'on observe souvent de la part de la population face à des drames, de dire il faut rétablir la peine de mort. Je ne pense pas que ça serait efficace et je pense que l'on est sorti de cette période où on pratiquait la peine de mort et qu'y revenir n'est pas envisageable. Oui, et puis c'est pas envisageable. Bien sûr. Alors dans ce cas, est-ce qu'il faudrait peut-être des prisons spéciales, entre guillemets, pour les radicaliser ou... Le traitement, effectivement, des détenus radicalisés, c'est un problème en France. C'est un problème parce que effectivement, on sait qu'il y a parfois ensuite une espèce de propagation des thèses portées par ces terroristes et qu'il faut, à mon avis, faire en sorte que leur détention donne lieu à un isolement pour éviter qu'ils profitent de cette rétention, de cette détention pour propager leurs idées et leurs thèses. D'accord. Alors on a une question de Jean qui voudrait savoir ce que vous pensez de la démarche de Nicolas Hulot de réintroduire des ours dans les Pyrénées. On sort de l'actualité immédiate. Écoutez, mais c'est un vrai sujet et c'est tellement un vrai sujet qu'on vient de mettre en place au Sénat un groupe de travail pour faire des propositions parce que effectivement, je comprends tout à fait, je préside la commission qui est en charge du développement durable, qu'au nom de la biodiversité, ce soit important qu'il y ait des ours et que les ours ne disparaissent pas. Et en même temps, selon la formule désormais consacrée, il faut prendre en compte les dégâts qui peuvent être occasionnés par les ours, notamment. On peut faire en même temps là ? Mais écoutez, il faut trouver des solutions et on a j'ai chargé un de mes collègues, Cyril Pellevat, qui est sénateur de Savoie, de mener un travail et de procéder à des auditions pour qu'on essaie de trouver une solution pour concilier la prise en compte de la biodiversité qui conduit à souhaiter que l'on évite la disparition de l'ours et en même temps faire en sorte que ça ne se traduise pas par des troupeaux entiers qui sont décimés. Autre question. Autre question de Mireille. Comment faire en sorte que ce qui est arrivé à Mireille Knoll, pas Mireille du coup, à Jean,
Comment faire en sorte que ce qui est arrivé à Mireille Knoll ne se reproduise pas? Est-ce qu'il faut serrer les vis? C'est ce que nous disons. C'est le problème de l'antisémitisme aussi qui est posé. Le risque zéro n'existe pas. C'est pas la peine de se raconter des histoires. On a en France une montée de l'antisémitisme. Il y a un mauvais climat en France. Il y a un mauvais climat, il y a une montée de l'antisémitisme, et il faut, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, je pense, être beaucoup plus vigilant, notamment par rapport aux personnes qui ont été identifiées comme potentiellement à risque, c'est-à-dire les fichiers S. Voilà, mais malgré cela, on ne pourra pas éviter le geste d'un voisin qui tout d'un coup est pris d'une fureur antisémite et se livre à un acte aussi monstrueux que celui auquel fait référence. L'islamisme conduit à l'antisémitisme. Écoutez, tout ça, ce sont les mêmes phénomènes de haine et de violence. Et le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui, on est confronté, dans la journée que l'on vit aujourd'hui, à des actes qui sont les conséquences de cette haine et de cette violence, qu'elle soit islamique ou antisémite. Bien sûr. Voilà, merci Julie, merci Hervé Morel, vous êtes prêté aux questions des internautes et à nos questions. Merci Julie qui s'est fait la médiatrice de vos questions. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.